Bonsoir à tous. Nous allons ouvrir la séance du conseil municipal du 23 septembre 2024. Dans un premier temps, nous allons demander à ce qu'il y ait une personne qui soit nommée pour le secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit Anne-Philippe Pett, la plus jeune de notre conseil municipal? Est-ce qu'il y a des objections? Aucune. Anne, tu peux y aller. Bonsoir. Alors, nous avons ce soir Béatrice Banfion-Chiavassa. Présente. Daniel Guéran. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Présente. Joanne Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Procuration à Béatrice Banfion. Éric Deset. Procuration Daniel Gouiran. Rola Andrao. Présente. Dominique Chen. Présent. Marie-Dominique Babou. Présente. Guillaume Voland. Présent. Claire Parère. Présente. Sandra Vesperini. Absente. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touel Clémente. Présente. Florent Alfornel. Procuration à Roland Andraos. Nicole Ferréaux. Présente. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanez. Procuration à Marie-Dominique Bagous. Nathalie Aubrieux. Procuration à France Lefort. Guillaume Cordoba. Procuration à Anne-Philippe Pétier. France Lefort. Présent. Christophe Caza. Présent. Solange Arruta. Procuration à Guillaume Volant. Louis Foin. Procuration à Joanne Michelosi. Anne Filippetti présente. Olivier Pinson-Ducel. Présent. Martine Yopé. Procuration à Olivier Pinson-Ducel. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao. Présente. Bernard Targola. Présent. Frédéric Solnon. Procuration à Christophe Neuville. Annie Dier. Présente. Sabine Brice-Montier. Absente. Donc le quorum étant atteint, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2024. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous passons donc à l'information du conseil municipal avec le compte-rendu des décisions prises en vertu de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc, à votre lecture, les décisions numéro 2024-67, la signature d'une convention avec le ZISTRES pour la mise à disposition d'un local communal, ancien local SEM, afin d'y accueillir les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers du 1er juillet au 30 septembre 2024. Numéro 2024-68, désignation de la société Sud-Est Prévention pour une mission de coordination de sécurité et protection de la santé, dans le cadre de la démolition et reconstruction du groupe scolaire de la Barre pour un montant de 12 905 € hors taxe. La 2024-69, désignation de la société Stratégéo pour une mission AMO de reconnaissance géothermie dans le cadre de la reconstruction du groupe scolaire de la Barre pour un montant de 9 200 € hors taxe. Numéro 2024-70, signature d'un contrat avec la société PACA Ascenseur Service pour la maintenance de la plateforme élévatrice située dans l'hôtel de ville pour un montant annuel de 350 € hors taxe. Numéro 2024-71, encaissement de la somme de 750 € versée par Reliance Mutual Insurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule de barrière de sécurité en bois avenue du 8 mai, survenu le 28 août 2023. La 2024-72, versement de la somme de 2 400 € représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Burtès Doucet, désigné pour défendre la commune de Fuveau, dans l'affaire référencée M. Lubrano di Scampamorte contre la commune de Fuveau. La 2024-73 jusqu'à la 2024-87, vous avez l'ensemble des associations qui officient pour les activités périscolaires dans les différentes écoles du village, avec le coût et la durée. Ensuite, vous avez la 2024-88, désignation de la société Spibatignol Malais dans le cadre du marché public concernant la réalisation d'un aménagement de sécurisation au bas du lotissement de la Roucaude pour un montant de 379 942,20 €.
Numéro 2024-89, signature de l'avenant numéro 2 du marché adapté avec la société Eurovia, mandataire du groupement suite à des prestations non prévues au marché et à des prestations en plus-value dans le cadre des travaux de la requalification de la voirie et des cheminements piétons chemin de Saint-François pour un montant de 27 155,65 € hors taxe. Le marché initial étant de 1 685 333,65 € hors taxe, avec un avenant numéro 1, 116 827,51 € hors taxe, avenant numéro 2, 27 155,65 € hors taxe, montant total du marché, 1 829 316,81 € hors taxe. La numéro 2024-90, signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société Sebato BTP suite à des prestations en plus-value et en moins-value dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge pour un montant de 1 912 € hors taxe. Marché initial 179 930 € hors taxe, avenant numéro 1 1912 € hors taxe, montant total du marché 181 842 € hors taxe. La 2024-91, signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société SPTB suite à une prestation en plus-value dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge, le numéro 9, revêtement de sol, pour un montant de 623,80 € hors taxe. Marché initial 21 934,72 € hors taxe, avenant numéro 1 623,80 € hors taxe, montant total du marché 22 558,52 € hors taxe. La 2024-92, signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société ERD, suite à une prestation en moins-value dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge, le numéro 10, chauffage, ventilation, plomberie, climatisation, pour un montant de moins 5 912 € hors taxe, marché initial 91 947,38 € hors taxe, avenant numéro 1, moins 5 912 € hors taxe, montant total du marché 86 085,33 € hors taxe. Numéro 2024-93, signature de l'avenant numéro 1 au contrat de location à usage de garage, espace Saint-Roch avec M. Manta-Guillaume ayant pour objet le changement de sa domiciliation. Numéro 2024-94, versement de la somme de 420 € représentant le montant des frais et honoraires de maître Burtès-Houssed, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée Sazu-Châteaulard-Cressorte contre la commune de Fuvron, assistance à médiation du 14 juin 2024. Numéro 2024-95, signature de l'avenant numéro 1 à la mission SPS avec la société BTP Consultant suite à la prolongation du délai, durée prévisionnelle 6 mois, délai de l'avenant 4 mois, dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge. Le montant de l'avenant numéro 1 s'élève à 1 250 € hors taxe. La 2024-96, versement du forfait de rémunération définitive d'un montant de 13 767 € hors taxe 25 centimes, correspondant au taux de rémunération retenu sur le coût des travaux définitifs retenus au bureau d'études BET Cérécy, dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'aménagements de sécurité au bas du lotissement de la Rocaude, le numéro 3, un taux de rémunération de maîtrise d'œuvre de 6%, le montant initial des travaux 135 000 € hors taxe, montant de travaux validés par étape DCE Pro 364 454 € 10 centimes hors taxe, montant de la rémunération définitive 21 867 € 25 centimes hors taxe, moins 8 100 € hors taxe. Décision numéro 2022/121. Numéro 2024-97, signature du renouvellement du contrat de location à usage d'habitation principale situé 1 rue Rondet, 2e étage, avec Madame Méronneau, pour une durée de 6 ans, à compter du 1er juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 479,77 € auquel s'ajoutent les charges d'eau, forfait annuel de 180 € réparti sur 12 mois, taxe d'ordure ménagère une fois par an, à réception par le propriétaire de la taxe d'ordure ménagère. La 2024-98, signature de l'avenant numéro 3 au marché adapté avec la compagnie d'assurance GAN, cabinet Séléné, prorogeant de 1 mois, soit du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024, le contrat d'assurance de la flotte automobile, le numéro 3, aux mêmes conditions contractuelles que celles en cours. Numéro 2024-99, versement de la somme de 2 400 €,
représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Burtès Doucet, désigné pour défendre la commune de Fuveau, dans l'affaire référencée Madame Igel Marine contre la commune de Fuveau. Numéro 2024-100, désignation de la société EMI dans le cadre du relanternage de certaines voies communales en vue de réaliser des économies d'énergie pour un montant de 108 952 € hors taxe. Numéro 2024-101, désignation de la SRL Vague pour la réalisation d'un cheminement dans le cimetière communal pour un montant de 41 567 € hors taxe. Numéro 2024-102, désignation de la société Éclectique Expérience pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner la commune à relancer le dialogue avec les habitants sur le sujet de l'environnement pour un montant total de 12 000 € hors taxe. Numéro 2024-103, désignation de Maître Olivier Burtès Doucet pour défendre de la commune devant la cour administrative d'appel dans le contentieux engagé par M. Denis Lévy, demandant l'annulation de l'ordonnance numéro 2249 du 6 mai 2024 au théâtre Marseille, rejetant sur le fondement de l'article R222-1 du CIA l'arrêté du 20 décembre 2023 accordant un PC en vue d'agrandir un cabanon de loisirs situé à Fuveau et l'annulation de l'arrêté numéro PC 013-040 23L0028 du 20 décembre 2023. La numéro 2024-104, autorisation donnée à Madame le maire de déposer une demande de subvention d'un montant de 14 434 €, 70% du montant total hors taxes et travaux auprès du conseil départemental en vue d'aider le financement des travaux d'extension du Baïkar. Numéro 2024-105, désignation de la société SAS Amarea, entreprise solidaire d'utilité sociale pour offrir une solution de reprise aux documents sortis des inventaires de la bibliothèque municipale éligible à la revente dans le réseau d'occasion. Les documents collectés seront soit vendus ou donnés à des associations et à des écoles, soit recyclés. Numéro 2024-106, signature d'un contrat de location de bâtiments modulaires à usage du groupe scolaire à la Barque avec la commune de Cabriès, moyennant une redevance mensuelle de 15 000 € TTC. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui, Madame Flau. Il faut que vous appuyez, s'il vous plaît. Allez-y. Pour la 69, je voulais savoir de quelle mission il s'agissait. Est-ce que c'était la première, celle qui devait dire s'il était possible de faire la géothermie, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle est payée si tard? C'est la deuxième. La première, on l'avait... pardon, excusez-moi. La première, on l'avait faite et effectivement, il est possible de le faire. La deuxième, c'est pour faire les études plus approfondies. Ouais, exactement. Savoir exactement à combien il faut aller, etc. etc. Pardon. Ça marche? Oui. Pardon. Les activités périscolaires, les tarifs ou les rémunérations sont établis sur quelle base ou sur un taux horaire? Alors, c'est un taux horaire qui est similaire pour l'ensemble des associations et des prestataires. Absolument. D'accord. Et quel est ce taux horaire? Par curiosité. 38 €. D'accord, merci. On est plutôt bien par rapport à la commune. Il y a plusieurs décisions qui font référence à des honoraires d'avocat ou à des désignations. Est-ce qu'on peut les balayer pour avoir un statut? Ça commence par la 72, affaire avec M. Lubrano. Oui. C'est chemin de l'air. Oui. Alors, il a attaqué un permis de construire modificatif, M. Lubrano. C'était un PC modificatif de M. Hoc, dont le permis d'origine n'existe plus. Il s'agit de la rédaction du mémoire. Aujourd'hui, sur cette parcelle ont été autorisées l'extension de la construction existante, qui passe de 1 à 2 logements, et une nouvelle construction d'un logement. Ceux où ces permis sont purgés de recours des tiers. D'accord. Et donc le procès, là, il est terminé? Ou c'est en... Ah ben, le permis n'existe plus, donc il va tomber de toute façon. Il va tomber sans jugement. Ah oui. Puisque de toute façon, le permis n'existe plus. Et donc, au final, il y aura 3 logements sur le terrain en question? Absolument.
Ensuite, on a la décision numéro 94 concernant la SASU Château-Larc Oui. et la médiation. Absolument. Bien sûr. Alors la commune n'avait pas donné suite aux dérogations de tonnage et aux autorisations de voirie sollicitées par la SASU Château-Larc dans le cadre de la mise en œuvre de leur permis d'aménager. Ces demandes concernaient le chemin de Saint-Charles qui structurellement ne peut accueillir des engins avec un tonnage important. La SASU a attaqué la commune pour la non-délivrance de ces dérogations et autorisations. Le juge a demandé à ce que se tienne une médiation entre les deux parties. Lors de cette médiation, Maître Reboul était présent. Donc ça, c'était sur l'arrêté interruptif de travaux, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est une dérogation. C'est la demande de dérogation de tonnage et également par rapport à EDF. Et autorisation de voirie et également qui ont été sollicitées par la SASU du Château-Larc, auxquelles nous n'avons pas donné suite, puisque de toute façon, il y avait différents contentieux en cours qui devaient s'arrêter. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas donné suite. Et donc la SASU du Château-Larc a attaqué la commune. Et le juge a demandé à ce qu'il y ait une médiation entre nous deux. Donc nous avons fait cet acte de médiation qui est payant. Donc nous avons payé. Et quel a été le résultat de cette médiation? C'est-à-dire positif? Ça a permis d'éviter... C'est loin d'être fini. Vous imaginez bien que nous, structurellement, on avait fait faire en fait une étude sur le chemin de Saint-Charles pour savoir si structurellement il pouvait accueillir l'ensemble des camions et de dépassements de tonnage qui étaient demandés. Ce qui n'est absolument pas le cas pour le chemin de Saint-Charles, raison pour laquelle nous n'avons pas donné suite à ces dépassements de tonnage. Et je vous rappelle simplement que pour le permis d'aménager, il y avait un seul accès possible et donc qui pouvait d'ailleurs accueillir ce dépassement de tonnage. Donc c'est pas pour rien qu'on a mis des prescriptions dans le permis d'aménager, c'est structurel et c'est fondé. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas donné suite à ces dépassements de tonnage et donc la SASU du Château-Larc a attaqué la commune. Et la prochaine étape sur ce dossier, c'est quoi? C'est la médiatrice qui va rendre son rapport et qui va le faire passer au juge administratif. Ensuite, on a la 99 avec Madame Marie Igel. Alors, Madame Igel, elle a obtenu un permis de construire avec des aménagements réglementaires qui étaient afférents à la zone inondable, dans laquelle la construction objet du permis était bâtie. La construction n'est pas conforme. Certains agents qui figuraient au permis de construire n'ont pas été réalisés. Et une DACT a été déposée et a reçu une opposition de la commune. La commune a rédigé une mise en demeure. Madame Michel a déposé un permis de construire modificatif pour régulariser. Ce permis modificatif est non conforme à la réglementation et donc il a été refusé. Madame Michel a attaqué ce refus et ses frais représentent la rédaction du mémoire en défense. On est où? On est à la Barque, non? Non, pas du tout. On est sur Louvière. Impasse de la Casserole. Et donc on attend le jugement. Absolument. Et puis enfin, on a la 103 concernant le cabanon de M. Lévy. Alors, le voisin de M. Lévy a obtenu un permis de construire. M. Lévy a formé une requête au tribunal administratif à l'encontre de ce permis. Le tribunal administratif a demandé un complément d'information à M. Lévy que ce dernier n'a pas fourni. Le tribunal administratif a donc rejeté la requête de M. Lévy qui attaque le rejet de la requête. Donc, Maître Burthez a été désigné dans cette affaire pour défendre la commune. D'accord. Et là, géographiquement, on est où? On est au Beaumoyeux. D'accord, merci. Je vous en prie. Non, mais merci.
moi, il y avait la 88 et qui rejoint la 96 en fait. La sécurisation en bas du lotissement de la Rocao 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre de secours est acté, parce que bon, a priori, comme ça, est-ce qu'il y a besoin de sécuriser ou est-ce qu'il y a un projet qui rejoint d'ailleurs une question orale à laquelle on vous répondra tout à l'heure, bien sûr, mais ça n'a absolument rien à voir avec le centre de secours, Annie. Ce sont vraiment deux projets différents. La sécurisation de la rocade a été actée depuis bien longtemps, à la demande des riverains notamment, et qui fait suite à plusieurs réunions de quartier et à plusieurs interventions du comité d'intérêt de quartier, justement. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur la sécurisation de ce carrefour. Ça n'a absolument rien à voir avec l'éventuel centre de secours de Fugo. D'accord. Il y avait le cheminement, là, la 101, le cheminement dans le cimetière. Oui. C'est quoi ce cheminement pour que en termine où? Ah bah le cheminement, c'est une nouvelle voie, non, pas du tout. C'est pour permettre les personnes en situation de handicap de pouvoir se rendre sur les tombes de leurs défunts. Ok. Voilà. Et Madame Flau. Sur la 97, est-ce que vous pouvez nous préciser la surface du logement? Absolument pas, moi j'en sais absolument rien. Tu la connais la surface? Madame Méronneau. La surface du logement de Madame Méronneau. Non, il est petit. Non, c'est pas un T3, c'est un T2. C'est un T2. Entre 40 et 50 mètres carrés, mais on pourra vous le préciser. Très honnêtement, je ne l'ai pas en tête. Là, vous ne prévoyez pas d'augmentation du loyer avec le renouvellement du contrat? On le fait très régulièrement, les révisions de loyer, on les fait annuellement. Pour la 100, je voulais savoir comment a été choisie la société EMI, puisqu'elle assure l'entretien du réseau. Et là, il s'agit de travaux, donc c'est passé de gré à gré. Comment ça, de gré à gré? Ah oui, mais parce que c'est un montant qui permet de ne pas passer en CAO, c'est ce que vous voulez dire? Que c'est pas passé en CAO et qu'on n'a pas demandé, on n'a pas lancé un marché. Oui, c'est pas passé en CAO. Oui, parce que le marché est inférieur. Et effectivement, étant donné que la société EMI assure l'entretien et connaît parfaitement notre lanternage, on leur a demandé de passer au LED. Absolument. Mais il y a eu quand même 3 devis, hein, je vous rassure. On l'a fait dans le cadre légal. Rassurez-vous. Et pour la 105, pareil, est-ce que l'association a été choisie? La 105 pour offrir une solution de reprise aux documents sortis des inventaires. Alors très régulièrement, la bibliothèque fait appel à des associations ou à des entreprises qui récupèrent tout ce qui est, alors on appelle ça de l'effeuillage, c'est ça? Et puisqu'on ne souhaite pas jeter les livres et les ouvrages que nous recyclons. Donc j'imagine que la directrice du pôle culturel ou la directrice de la bibliothèque a dû recevoir des demandes d'associations. Je vous avoue que je ne lui ai pas demandé le détail de l'ensemble des associations qui auraient fait appel à elle, mais je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup qui se bousculent. Merci. Oui, monsieur Bertrand Dussel. Une question sur Éclectique Expérience, Oui. la 102. Les 12 000 € et les 3 ateliers, c'est pour les ateliers qui ont déjà eu lieu, donc l'année passée, ou c'est pour un renouvellement pour l'année à venir? Non, c'est une nouvelle mission, la mission numéro 3, avec une méthodologie et un budget, avec la conception, l'animation et la synthèse de 3 ateliers. Et donc ce sont des nouveaux ateliers qui vous sont proposés.
partir de mercredi. Donc on repart pour une année avec, enfin pour une année, pour un atelier. Ce premier atelier a eu lieu de la phase numéro 3 a eu lieu en juin, le 12 juin. D'accord. Le deuxième atelier aura lieu dans 2 jours, mercredi. Ça. Et le troisième atelier aura lieu le 4 décembre. D'accord, donc c'est pour finir. C'est ça. Et puis pour finir, une question sur les bâtiments modulaires que l'on loue à la commune de Cabriès, la 106. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contrat de location? Donc il y en a combien de modulaires? Ah mais c'est l'école entière. Il y a 800 mètres carrés. Voilà, en fait c'était la commune de Cabriès qui a reconstruit également une école. Et il nous a semblé important à la fois pour l'argent public et puis au niveau de l'environnement de travailler ensemble. Donc nous avons proposé à la commune de Cabriès qui va réutiliser ces modulaires un petit peu plus tard pour d'autres activités au niveau de Cabriès, mais qui avait entre 2 et 3 ans de disponibilité sur ces modulaires. Donc il nous a semblé important de faire cette location avec cette commune. Et effectivement, au niveau pécunier, c'est une très belle réalisation, à la fois pour la commune de Fuveau et puis la commune de Cabriès qui ne stocke pas des modulaires pour rien. C'est gagnant-gagnant. Exactement. Quelle est la durée de ce contrat? On sait que sur ce type de projet... On est parti sur 2 ans après le temps que nous finissions l'école de la Barre, bien sûr. On est parti sur 24 mois, mais évidemment, ils ne viendront pas chercher leur modulaire, c'est promis, si on a 2-3 mois de décalage. D'accord, donc le contrat est souple, s'il y a du retard. Oui, absolument. Oui, sans aucun problème, ils n'ont pas de date arrêtée pour eux de ce côté. Vous avez dit qu'ils en avaient besoin quand même pour une autre utilisation. Oui, ils en auront besoin pour une autre utilisation, mais en tous les cas, leur projet pour l'instant n'est pas arrêté. D'accord. C'est à minima de... Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc on passe à la 2.1 avec l'approbation d'une convention entre la commune de Fuveau et la métropole Aix-Marseille relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux. Dominique. Oui, c'est bon. Merci Madame le maire. Donc il s'agit de l'approbation d'une convention entre la commune de Fuveau et la métropole Aix-Marseille-Provence relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux. Je vais vous lire mon avis. En gros, il s'agit de mettre les communes et les collectivités au même niveau que les particuliers et les entreprises, c'est-à-dire que leurs déchets doivent être soit traités d'une manière individuelle, soit la métropole propose de les traiter pour nous, et donc de récupérer nos déchets. Moyennant une taxe spéciale, donc, qui est comprise entre 1,25 € et 2,50 € par habitant. Pourquoi ce prix est fluctuant? Parce que si nous faisons des efforts conséquents au niveau de la commune, conséquents en projet d'établissement, il y a 8 critères qui permettront à la métropole de juger nos efforts en matière de traitement de nos déchets, et ça baissera en conséquence le niveau de la redevance spéciale. Donc c'est pour ça que le prix actuellement n'est pas encore fixé définitivement, parce qu'il va y avoir une audit sur la manière dont on applique les critères de bonification. Voilà, donc je vous demande donc d'approuver la convention relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux, avec une base de calcul de l'assujettissement d'un tarif forfaitaire à l'habitant selon le niveau d'atteinte de 8 critères dont je vous parlais, annexé à la présente délibération. Vous aviez dans la convocation du conseil municipal la convention qui était jointe, je ne sais pas si vous l'avez parcourue,
en dernière page, il y a justement ces 8 critères. D'autoriser Madame le maire à la signer et de préciser que les crédits sont prévus au budget. Si vous avez des questions. Il y aura un audit, c'est ça? Pour comment ça va se passer? Je suppose qu'il va y avoir en effet peut-être Madame Nick Masseur pourrait m'en dire un peu plus. Il va y avoir, dans un premier temps, sans doute une déclaration de la manière dont on applique les critères. Et dans un deuxième temps, peut-être que les agents de la métropole devront vérifier, nous dire. En fait, c'est pas peut-être, tu as raison Dominique, c'est exactement comment ça va se passer. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font un audit, ils nous demandent comment on traite nos déchets, et ensuite ils viennent vérifier, de la même manière qu'ils ont fait pour les commerçants d'ailleurs. Et ils viennent appliquer un taux par rapport à ce que la commune fait déjà, ou ne fait pas encore, et on aura un montant par habitant à payer en fonction de notre comportement. Les 8 critères sont encore une fois à la fin de la convention qui était jointe à la convocation du conseil municipal. En fait, ça s'applique à partir de quand cette... Je pense que c'est de 2000. Alors voilà, ça s'applique dès l'année 2024 et de façon forfaitaire en 2024. Et ensuite, effectivement, ils nous ont dit que d'ici la fin de l'année, au premier semestre 2025, ils vont venir, on va dire, vérifier sur site toutes les actions qu'on a pu mettre en place et jauger avec nous de si on est entre guillemets bon élève et si on peut descendre en dessous des 2,50 € au moyen ou pas. Voilà. Pour 2024, on sera certainement entre guillemets taxé à 2,50 € par habitant. L'estimation, enfin la cotation, pardon, elle se fait au niveau de la commune ou au niveau du CT1? Au niveau de la Au niveau de la commune, pourquoi le CT1? Très bien. Non, mais parce qu'il m'avait semblé, j'ai lu rapidement la convention, mais quelque part il était évoqué CT1, enfin il y avait un tableau des comparatifs. Mais je crois que, c'est pour ça que je pose la le question. CT1 l'applique déjà. En fait, c'est le seul conseil de territoire qui l'appliquait déjà. D'accord. C'est un exemple qu'ils ont pris pour le CT1. Ok. Métropole, non. Et en préparation, vous avez fait une estimation du tonnage de déchets produits par la commune avec une répartition en fonction des différentes familles de déchets. Enfin, est-ce que vous savez aujourd'hui ce que représente par exemple le papier, les déchets alimentaires, etc. Et par exemple sur le papier, est-ce que vous avez un marché spécifique avec une entreprise type Elis par exemple qui récupère le papier dans des entreprises ou collectivités à des fins de recyclage? Alors, non, on a commencé de façon tout à fait différente, c'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place des actions et on s'est dit, à partir de octobre-novembre, on va commencer à les peser. C'est-à-dire que dès qu'on a eu connaissance de la convention, nos services techniques, par exemple, qui tous les jours allaient chercher des dépôts sauvages dans la nature, aujourd'hui, ces dépôts sauvages, lorsqu'on se présente en déchetterie, ils nous sont facturés. Et ils sont moins facturés si on les trie au préalable. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est nos services techniques passent tous les jours sur cette action-là. Ils font exactement les mêmes circuits que d'habitude, mais par contre, quand ils arrivent au service technique, ils font un pré-tri. Le bois d'un côté, les cartons de l'autre, les gravats de l'autre, etc. Puisqu'il y a certains de ces déchets, exemple les cartons, quand on les porte en déchetterie, là c'est gratuit. Par contre, quand on va amener un camion de gravats, c'est payant. Donc si vous amenez un camion avec tout mélangé, ben de toute façon, je crois que c'est 104 € le camion plateau par passage. Et par contre, si c'est trié, ben vous avez certains déchets dont on nous avait indiqué qu'ils seraient gratuits. Donc nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est ça, c'est-à-dire à mettre en place, par exemple, pour ces tournées-là, des caissons au service technique et on ne leur porte, entre guillemets, on essaie de leur porter que ce qui est gratuit ou le camion ne payant, on y va le moins possible, quoi, voilà. Après, on a mis en place, nous, la collecte des cartons chez les commerçants. Donc on le fait valoir. On a mis en place, donc pour les déchets verts, on est en train de passer, entre guillemets, un marché avec une entreprise pour que déjà tous les déchets verts de la commune, de nos espaces publics,
elle nous les broie sur place et que nous n'ayons plus à les amener en déchetterie. Mais voilà, on met en place toute une série d'actions. Voilà, oui, on récupère dans le paillage, etc., etc. Autre type d'action, par exemple, on a répondu à l'appel à projet de la métropole pour bénéficier de composteurs dans nos cantines. Il y avait encore une réunion cet après-midi même pour qu'ils nous accompagnent sur cette démarche. Et effectivement, tous les déchets des cantines, on va les mettre dans des composteurs. Il y aura un composteur par cantine. Et voilà, et ils ne récupéreront que les déchets ultimes. Donc en fait, on l'a pris un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'avant d'évaluer, on met en place tout ce qu'on peut comme action, du moins immédiate, et ensuite on va peser combien ça représente. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Il y a d'autres questions. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, pour les affaires générales, c'est Guillaume Voland qui va nous rapporter l'ouverture dominicale avec, sur l'année 2025, les dérogations pour la commune. Tu cliques. Bonsoir. Et comme chaque année, après avoir consulté les commerçants, on va vous lire la liste des... Enfin, je ne vais pas la lire, d'ailleurs, vous l'avez lu, la liste des 10 dimanches pour lesquels... Pardon, tu me l'as dit? Des 11 dimanches qu'on appelle les dimanches du maire. Donc, cette année, avec le président de l'association Feu au cœur de vie et les adhérents, a été défini ces 11 dates. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à la 3.1. Pour une décision modificative du budget général de la commune. C'est des délibérations plutôt très classiques. Et donc c'est pour régulariser certaines écritures comptables et ajuster les prévisions. Donc on a modifié les prévisions de crédit du budget principal de la commune tout en respectant évidemment l'équilibre de celui-ci. Puisque nous en sommes obligés, contrairement à d'autres. Voilà. Je suis à votre disposition si vous voulez que l'on réponde à différentes questions. Oui, une demande de précision, de confirmation concernant le fonctionnement. Si nous avons bien compris, il s'agit effectivement d'intégrer les valeurs. Absolument, c'est la d'ailleurs. Donc une opération budgétaire qui permet de Absolument. Complètement. C'est la seule chose sur le fonctionnement. Oui. Sur l'investissement, il s'agit bien de régulariser la perception d'une subvention. C'est ça. Et donc, sur les dépenses, les constructions, de quoi s'agit-il? Alors, sur les 3 opérations sur lesquelles, effectivement, s'ajoutent d'autres dépenses d'investissement. Alors, oui. Préciser, s'il te plaît. Donc, tout simplement, il s'agit des régularisations comptables de ce qu'on appelle des avances forfaitaires. Vous savez que dans les marchés publics, aujourd'hui, on va dire, pour essayer de faciliter la vie des entreprises, et les entreprises qui le demandent ont droit à une avance forfaitaire, c'est-à-dire qu'avant de commencer tous travaux, elles ont droit à une avance pour commander leurs matériaux, etc. etc. Donc, on la leur verse légalement, c'est ce qu'on appelle une dépense réelle en début de marché, et lorsqu'ils arrivent à peu près à 80% de la totalité du marché, il y a une régularisation comptable qui fait qu'on les annule puisqu'elles rentrent dans le marché public normal et dans le décompte normal du marché. Voilà. Donc là, ça passe en opération d'ordre. Vous les avez du côté des dépenses et du côté des recettes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors on passe du coup à la délibération d'après, donc l'admission en valeur dont on parlait à l'instant. Le montant global de ces créances s'élève donc à 2 543,50 €. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous savez que les non-valeurs, c'est suite à plusieurs relances du trésor public et que l'on n'arrive pas à recouvrir, c'est la raison pour laquelle nous passons en non-valeur. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc la 3.3 concerne la demande d'aide financière auprès du département dans le cadre du Fonds départemental d'aide au développement local, plus communément appelé le FDAL, pour l'acquisition du véhicule de voirie en 2024.
Daniel. Oui, bonsoir. Donc, le B110, un Renault qui avait été acheté en 2002, bon, arrive à terme, il est en panne, donc il a fallu le remplacer. Donc, nous sollicitons la subvention au titre du métal. Donc, le coût du véhicule s'élève à 39 773,55 € hors taxe. La subvention, 60%, pourrait se monter à 23 864,13 €. Donc pour un autofinancement communal de 15 909,42 €. Donc on propose à l'Assemblée délibérante d'approuver le changement de ce camion qui a servi énormément la population pendant ces 22 ans. Et donc d'avoir une pensée très sincère, parce que c'est vrai que c'était lui qui ramassait tous les dépôts sauvages. Exactement. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 4.1 concerne la convention annuelle 2024-2025 entre l'association Atelier de l'Environnement, CPE du Pays d'Aix et la commune de Furbeau, avec la mission de l'économe de flux. Oui, heureux. Donc il s'agit, c'est une convention qui est annuelle, de conventionner donc avec le CPIE pour qu'il nous aide avec son économe de flux à mieux gérer nos consommations annuelles d'énergie, d'eau, de gaz, d'électricité, de fioul, d'essence et compagnie. Et ils font un travail qui est remarquable, ils font des comptes rendus qui sont réguliers, et le coût de cette opération est un coût par habitant. Et nous sommes aidés dans cette affaire par la métropole qui prend en charge 50% du coût. Le coût est de 2 € par habitant, et la commune n'y participe que pour le montant de 1 € par habitant. C'est un chiffre qui n'a pas augmenté depuis plusieurs années. Et donc, en effet, pour la 15e année de la mission, le CPIE de Pays d'Aix s'engage à réaliser à compter de la signature de la convention le programme d'action suivant, qui est détaillé en 2e page. Je peux vous le lire si vous le souhaitez, mais je pense que vous l'avez fait. Et donc, je vous demande, Madame le maire vous demande de délibérer sur l'autorisation que vous donnez à Madame le maire de signer la convention annuelle 2024-2025 avec l'atelier d'environnement CPIE du Pays d'Aix annexé à la présente délibération. Convention qui était également liée avec votre convocation que vous avez reçue par courrier mail la semaine dernière. Voilà. Si vous avez des questions. Pas de questions? Pas de questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à la 5.1, merci Dominique. On passe à la 5.1 avec Daniel pour l'adhésion au règlement départemental d'attribution de la subvention opération façade. Voilà, c'est une délibération qui revient assez souvent, hein. Donc qui est encadrée par les délibérations 127 du 29 novembre 2021 et la 52 de 2022, qui propose donc l'aide à la réfection des façades et adhérer donc au dispositif de requalification des centres anciens par le département. Donc là, nous avons un dossier qui a été contrôlé par l'architecte conseil, bien sûr. Tout a été bon, le dossier est complet. C'est un immeuble qui se situe à 46 rue du Midi. Donc l'ensemble du dossier a été jugé complet, recevable. Et donc le comité de pilotage a été OK pour un montant total de subvention à accorder de 10 726,10 €. Voilà. Donc à ce titre-là, on propose à l'Assemblée délibérante d'accorder cette subvention et de solliciter le conseil départemental pour récupérer 70% de ce montant-là. Donc, comme à chaque fois, on sollicite que ces opérations soient l'occasion d'avoir un diagnostic qui serait sûrement très utile aux habitants.
Voilà. Et comme à chaque fois, on sollicite et on incite les propriétaires à le faire, mais bon, après, comme ça n'est pas une obligation, mais bon, on le dit systématiquement. Est-ce que vous faites aussi, vous ajoutez un petit dossier sur les martinets quand ils refont les façades? Absolument. Depuis que nous avons signé la convention, je vous prie de croire que Claire Parère y est extrêmement attentive. Merci. Alors, la 6.1 concerne... Ah, pardon, n'importe quoi. Excusez-moi. On passe au vote donc, de la 5.1. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, contre. Ok. Et abstention? Ok, merci beaucoup. Alors, la 6.1. Alors, dénomination et numérotation des rues et des voies, quartier Saint-François pour la commune de Fuveau. Daniel, s'il te plaît. Merci. Ah, excuse-moi. Voilà, donc c'est une délibération qui va se renouveler assez fréquemment à partir de celle-ci, puisque suivant la loi 3DS, nous avons l'obligation de créer au sein de FUO et d'intégrer la base d'adresse nationale et de donner une adresse unique à chaque logement. Voilà. Donc en gros c'est ça. Donc pour ce faire, nous avons établi quand même une façon de travailler avec les CIQ, la fédération. Nous avons choisi avec l'aval de Madame le maire bien sûr, nous avons choisi que les CIQ et les riverains puissent participer à la nomination des voies qui devaient être nommées. Les autres sont nommés, elles restent en place. Donc tout ça, ça fait partie d'un travail très conséquent qui a été fait par le service règlement, le service aux citoyens. Et donc on est là sur le point de pouvoir boucler un quartier, qui est le quartier Saint-François. Donc comment ça se passe? Il y a la validation des principaux axes qui gardent leur nom. Et puis, il y a la nomination des impasses nouvelles ou des voies nouvelles avec un nom qui a été choisi par le CIQ ou les riverains ou en accord avec la commune pour que vous puissiez vous y retrouver. Tout ce qui est en italique là, dans la délibération, ce sont les nouveaux noms. Voilà. Donc il y a quand même un certain nombre qui seront des noms nouveaux. Ensuite on retrouve le chemin des sources, les bases de la casserole, le Guéry-Marquis. Tout ça, ce sont des noms qui existent aujourd'hui et qui seront confirmés dans la fameuse base d'adresse nationale. Est-ce que vous avez des questions? Une petite question. Oui. Je croyais que la dernière fois qu'on avait dit vous alliez féminiser, essayer un peu plus les noms. Et là, je vois que ça n'a pas trop bougé. Une cigale? Non, mais je parle de gens connus. Je vois qu'on a Émile Zola, on a pu trouver, je ne sais pas. On n'a pas. Après, on a laissé, le choix avait été fait de laisser aux riverains et au comité d'intérêt de quartier de choisir. Alors, on a pu faire des propositions. Alors après, c'est toujours pareil. Si on décide de laisser le choix aux riverains, on ne peut pas leur dire, bah, écoutez, non, mais finalement, ce que vous avez choisi, ça ne nous plaît pas, on va changer. On peut leur dire, bah, écoutez, ce serait bien de féminiser, ce que nous avons fait. Mais pour autant, s'ils ne choisissent pas ces noms-là, il nous est quand même très difficile. Enfin, c'est toujours le problème de la démocratie participative. Hein. Vous ne pouvez pas dire que je fais de la démocratie participative, mais au final, je choisis pour eux. C'est un peu trop facile. Bon. Il y a quand même eu des débats importants sur certaines impasses qui ont duré très longtemps. Hein, voilà. Pratiquement une année sur un nom. Bon, après,
On aurait pu aussi dire on se concentre sur la géographie fivelaine ou les anciens fivelins, ça n'a pas été le cas. On se concentre sur les mots provençaux, ça n'a pas été le cas non plus. Voilà, chacun a pu apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà, donc aujourd'hui, l'État, pour le CIQ Saint-François, enfin, le quartier Saint-François, c'est celui qui est dans le corps de la délibération. Et à la suite de ça, bien sûr, puisqu'il va y avoir une suite, un arrêté va être pris pour chaque numéro et chaque personne recevra donc son numéro et sa nouvelle adresse par courrier. Voilà. Et juste pour information, il y a une avenue qui porte le nom d'un homme, effectivement, et ça c'est une volonté de la part de la commune, puisque c'est Raoul Vallée qui a vendu à la commune le pré de Saint-François, pardon, pas à la commune, mais au concessionnaire qui a fait construire la Villa Sainte-Victoire. Et il nous a semblé tout à fait normal, puisque c'était un de nos centenaires d'ailleurs, qui nous a quittés il y a 2 ans, Raoul Vallée, et il nous semblait normal de lui rendre cet hommage. Voilà. C'était pas une femme, effectivement. Voilà. Sur le plan, il y a... Petite remarque, je m'excuse. Je vous en prie, monsieur Chêne. Je vois, il y a l'avenue Alexandre Philippe, que tout le monde connaît. Et tout à fait à côté, il y a une impasse qui s'appelle aussi Alexandre Philippe. Ne pensez-vous pas que ça va créer une difficulté entre l'avenue et l'impasse, notamment pour les livreurs? Où ça? On a déjà le souci avec... C'est pas dans les quartiers, là. Dans le plan numéro 2, en bas à droite, impasse Alexandre Philippe à Nouméa, Oui, bien, non, oui. et avenue Alexandre Philippe, tout à fait à côté. Non, mais justement, c'est pour pas fait, ça. là. S'il y a Ouais. marqué à nommer, c'est justement que le CIQ qui s'occupe de ce quartier-là va devoir nous donner un nom. Il était donc déjà conscient du problème et Ah, mais oui. demande à Absolument. C'est la base d'adresse nationale, c'est le fondement de tout ce redire là, c'est quand même qu'il n'y ait pas de doublon et que chacun ait une adresse particulière. D'accord, merci. Oui, oui, non, t'inquiète pas. Mais tu as bien fait de poser la question, hein, ça aurait pu... Nul n'est parfait. Oui, madame Flau. Sur le plan, certaines nouvelles voies ne sont pas nommées, ça n'a pas d'importance. Elles sont dans la liste, mais pas... Enfin, elle est dans la liste, mais pas... Ah, c'est sur le plan que c'est pas nommé. Non, ça n'a pas d'importance, mais effectivement, Ok. ce sera rectifié. Le plus important, c'est la liste C'est sur la la liste. des livres. Donc, les chemins ou les routes qui avaient déjà un nom, il n'y a pas de nouvelle délibération, c'est-à-dire on reconduit le nom. Par contre, ils changeront de numéro. Ah oui, automatiquement, ils changeront de numéro. À moi. On peut estimer à quel moment ce sera effectif, parce que je ne sais pas tous les CQ, puisque je vois qu'il y a une impasse à renommer, donc peut-être que les autres CQ, pourquoi il n'y a que le quartier Saint-François là? Alors, parce qu'on a voulu justement le faire comme ça, pour le faire petit à petit. Donc là, c'est le quartier Saint-François dans un premier temps qui est renommé. Donc nous passons à la première délibération, celle-ci, pour que avant Noël, on puisse remonter au service de l'État l'ensemble des voies. Voilà. Et commander les plaques, etc., etc. Parce que vous imaginez bien que sur l'ensemble du village, cela représente énormément de plaques, énormément de noms de rues, etc. Donc pour éviter les erreurs ou les bugs, comme on dit, sur la plateforme de l'État, nous avons fait le choix de remonter CIQ par CIQ. Donc le premier CIQ, c'est le CIQ Saint-François qui sera remonté d'ici la Noël. Et en fait, vous attendez que tous les CQ soient déterminés pour faire remonter ça au niveau de l'État, ou vous le faites petit à petit? De toute façon, vous allez, après nommer, ce sera sur l'ensemble de FUVO, j'imagine, non?
Oui. Ça va se faire... Mais c'est pour ça qu'on le fait petit à petit. Petit à petit, là, on passe... La première phase, c'est de passer cette délibération. La deuxième, c'est d'activer les commandes de numéros, de nom de rue. Et après, c'est de les poser et c'est de demander aux administrés de venir chercher leur numéro, etc., au service technique. Donc si on le fait sur l'ensemble du village, ça va être ingérable. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on le fait par CIQ. Oui. Voilà, je comprends que tu veux savoir aussi peut-être à quel moment le quartier que tu habites va être... voilà, aussi. C'est vrai que, bon, bien avant que ça soit fait, je crois que je vous ai un peu inondé de courriers et que je pense que je vais encore passer du temps devant le portail avec le téléphone. La difficulté de l'exercice, c'est que la base d'adresse nationale, on ne peut pas faire par morceaux. C'est ou tout ou rien. Donc, soit il fallait attendre que l'ensemble de la commune soit renommé, que tout le monde soit d'accord, et on envoyait tout ça sur la base d'adresse nationale et on validait la commune de Fumeaux en entier. C'est pas ce qui a été choisi. Là, on va valider donc une base d'adresse nationale avec le CIQ Saint-François, pardon. Mais à côté de ça, on va valider aussi les adresses que vous avez aujourd'hui. Mais demain, on va changer à mesure qu'on va mettre à jour. Parce que... Pas clair ce que tu as dit. C'était pas clair ce que tu as dit. En fait, le logiciel ne permet pas de faire par morceaux. C'est-à-dire que quand on va lancer tout, il va y avoir une mise à jour. Voilà. Et à chaque fois qu'on va avoir un quartier qui sera terminé, on remettra à jour l'ensemble des nouvelles adresses. Et donc concrètement, votre CIQ arrive en 3e position, parce que c'est ça la question. Donc on commence par Saint-François, en 2 on fait la Barque parce qu'il est quasiment prêt, et en 3 il y a le quartier où vous habitez, Madame Dier, mais on sait qu'il Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... On peut te répondre, c'est pas un problème. Voilà. Oui. Non, mais après il y a de vrais sujets sur ce quartier-là, et au-delà du problème des livreurs quelconques, le vrai problème c'est les secours. Donc on veut aller au plus vite sur les quartiers qui ont des soucis, parce que c'est vrai que les livreurs c'est un problème parce que c'est pénible au quotidien, mais par contre le plus important c'est les secours, bien évidemment. Mais je sais par ailleurs que les CIQ ont des difficultés parce que les gens se positionnent aussi, qui ne veulent pas changer. Et la résistance au changement est humainement très compliquée, et ça a toujours été, et c'est normal. Après, il faut rassurer tout le monde, c'est-à-dire qu'au départ, la grosse inquiétude, et notamment des professionnels, c'était de dire il va falloir que je change toutes mes adresses, etc., et notamment au niveau des cabis, et c'est payant. Donc tout le monde était un peu inquiet, il y en a qui ont 3 à 4 sociétés, et ça ne veut pas dire qu'ils sont richissimes, loin de là, mais parfois c'est un petit peu compliqué de changer tout ça. Il faut savoir que les services de l'État, étant donné qu'on répond à une loi, à la loi 3DS, donc on passait une convention avec le tribunal de la Chambre de commerce, et qui disait que de toute façon ce sera gratuit. Voilà. Donc faites passer le message, tous les professionnels qui vont changer d'adresse ne paieront en aucun cas quoi que ce soit pour leur changement sur leur cabis. Voilà. Ce qui retarde, c'est le retour des CIQ. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça a été un travail de titan, c'est pas du tout le travail du CIQ, au contraire. Le travail des CIQ nous a bien aidés et a permis d'avancer fortement la commune en travaillant ensemble. Non, c'est absolument pas par rapport au CIQ, c'est que ça a été vraiment un travail de fourmi. Donc voilà, donc on fait, mais par contre on fait quartier par quartier, pour que justement s'il y a des problèmes, au moins on peut les gérer immédiatement, et c'est un quartier. Ça va beaucoup plus vite que si vous remontez toute la commune et qu'il faut gérer tous les problèmes de la commune. Et vous pensez faire combien de quartiers par an? Ah si on en fait 2 ou 3, c'est bien. On va essayer de faire au mieux, en tout cas.
Et là, par exemple, sur le quartier Saint-François, on a déterminé 74 nouveaux panneaux à poser. Voilà, parce que chaque fois qu'il y a une impasse qui se crée ou pas, ben chaque fois il faut nommer, poser les panneaux et voilà. Et donner tous les numéros à tous les riverains. Ça, c'est par contre les riverains, c'est eux qui se mettront leurs panneaux. Non, mais ils vont, d'accord, mais pour autant, il faut les commander. Il faut les commander, qu'ils viennent les chercher au service technique. S'il y a 10 000 personnes, enfin j'exagère parce qu'il y a 5 000 boîtes aux lettres, mais s'il y a 5 000 personnes qui viennent au même moment au service technique, ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est bien de le faire par quartier aussi. Non, puis c'est vrai que les services techniques se sont rendus systématiquement sur toutes les voies, compter le nombre de maisons pour n'oublier personne. Le choix de la commune aussi a été de nommer les voies privées. Il y a beaucoup de voies privées aujourd'hui qui ne faisaient pas l'objet ni d'une dénomination ni de numéro. Là, le choix, ça a été de les nommer. Et ensuite, il faut savoir qu'administrativement, il y a un arrêté par voie à faire et il y a une attestation à chaque propriétaire à faire. Donc, administrativement, derrière aussi, c'est quand même lourd. Voilà. Et les services font ça à effectif constant, sans ressources supplémentaires. C'est Cathy Bernard du pôle réglementation et Olivier Griette au service technique qui se voient tous les vendredis matins depuis un certain nombre de mois. Et voilà, mais ils font ça au milieu du reste, quoi. Voilà. Hein. Et bon, je trouve que déjà, en fait, c'est organisé, il y a une stratégie, il y a une méthodologie. Enfin, voilà, on essaie de bien faire, même si c'est un peu... Ah, mais on peut aller plus vite. Hein. Mais par contre, personne ne sera consulté et ce sera arbitraire. On peut tout faire, on peut tout imaginer. Oui, il y a des communes qui ont arbitrairement mis des noms et des trucs comme ça. Après, c'est un choix. Et moi, je préfère que ce soit un peu plus long, mais que tout le monde soit, en tout cas, et tu as un nom d'impasse ou de rue ou d'avenue, peu importe, et qui lui convienne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, le 7.1, convention de servitude entre la commune de Fubou et Enedis sur le quartier Saint-Michel. Bon, c'est une dérive qui revient souvent. Hein. Donc là, il s'agit d'autoriser Enedis à passer un câble souterrain sur le chemin du Goy et l'amorce du chemin du Chouan, voilà, afin de déposer une ligne aérienne et d'effectuer un bouclage important des quartiers des Planes, de la Fuchs et puis le quartier de Sainte-Croix, en fait, la Croix de Goy. Voilà. Donc c'est une délibération qui revient assez souvent. Il s'agit d'autoriser Enedis et de signer tous les documents nécessaires pour donner la servitude de Tréfort. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Bon, on va passer aux questions orales. On va vous répondre aux questions orales du 18 juin et du 17 septembre. Donc si vous voulez bien me poser des questions, notamment la première, c'est la politique éducative. Les deux dernières délibérations culture nous ont permis d'avoir une vision plus précise et globale que les simples délibérations habituelles. Nous avons ainsi pu savoir dans quelle vision s'inscrivaient les financements demandés ainsi que les contraintes à surmonter et découvrir quelques coûts et résultats chiffrés. Nous souhaiterions bénéficier d'un document équivalent relatif à votre politique éducative. Pourrions-nous avoir un tel document de synthèse pour votre projet éducatif communal, votre vision, les dispositifs de suivi des problèmes éducatifs communaux, comme les décrocheurs ou les publics spécifiques, les actions en matière éducative sur le long terme, comme les loisirs collectifs, les activités de soutien scolaire, les activités périscolaires ou les dispositifs de l'été, les activités des ados actuelles à renforcer ou à créer. Quels en sont les coûts? Cela comprend évidemment l'éducation à l'alimentation dans le cadre de la cantine et aux écrans dans le cadre des achats d'équipements informatiques,
compte tenu des nombreuses études sur les effets négatifs des écrans sur les enfants, en vous en remerciant par avance. Alors, le PEDT 2022-25, validé par nos partenaires institutionnels, l'Éducation nationale, Jeunesse et Sport et la CAF, est disponible donc sur le site internet de la mairie de Fuveau ainsi que sur le portail famille. Chacun peut donc y avoir accès librement. Alors, il décrit les grandes lignes éducatives de notre collectivité et les moyens qu'elle se donne pour atteindre ces objectifs. Concernant le coût de nos établissements et services, chaque année, nous présentons au comité de pilotage enfance-jeunesse, élus et parents d'élèves le bilan de fonctionnement tant sur le point quantitatif que sur le point budgétaire. Quant à l'éducation et l'alimentation, la commune de Fuveau n'a pas attendu la loi Egalim pour œuvrer sur la qualité des produits servis aux enfants dans nos restaurants scolaires. Nous portons également une attention particulière sur l'environnement, le confort acoustique de nos restaurants scolaires et l'encadrement des enfants sur le temps de la pause méridienne. Vous l'avez vu d'ailleurs lors de nos décisions en début de conseil. Il est prévu avec notre prestataire des commissions menues avec des représentants des parents d'élèves toutes les 7 semaines, des animations régulières sur l'éveil au goût faites par les diététiciens de la société de restauration. Depuis 1 an et demi, nous avons recruté au poste de responsable de restauration scolaire un agent ayant le diplôme de diététicienne. En plus de suivre le prestataire dans sa conformité au cahier des charges, elle accompagne nos équipes de restauration et participe à des animations auprès des enfants. L'achat des équipements numériques qui répond en fait au programme numérique de l'éducation nationale, la commune, en concertation avec les équipes enseignantes, a fait le choix d'équipements numériques collectifs, c'est-à-dire que chaque classe d'élémentaire est équipée d'un ordinateur et vidéoprojecteur interactif. Depuis l'an dernier, nous équipons progressivement les classes maternelles des mêmes produits. Ces équipements sont cofinancés par l'État dans le cadre du projet France 2023 Territoire numérique éducatif, pour lequel vous avez eu des délibérations à voter. C'est un outil éducatif supplémentaire proposé aux enseignants. La municipalité ne peut garantir l'usage qui est fait de ce matériel, mais nous sommes certains et convaincus que les enseignants l'utilisent à des fins éducatives et pédagogiques. Les études sur les effets négatifs des écrans portent sur les écrans individuels, la non-communication, le renfermement sur soi, la passivité devant l'écran, le temps passé devant l'écran. L'usage fait en classe ne rentre donc pas dans ces critères. Concernant les décrocheurs, les enfants handicapés, les ados, est-ce qu'il y a des actions spécifiques? Alors, les décrocheurs, pardonnez-moi, mais nous ne sommes pas l'éducation nationale et donc je n'ai pas cette compétence-là et donc je n'ai pas ces informations-là. Quand vous parlez d'handicapés, je préfère parler d'enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Et cette population-là, c'est pareil, elle est gérée par l'éducation nationale via la MDPH avec des notifications à MDPH. Sachez que nous ne sommes en aucun cas destinataires de ces notifications et nous n'y avons pas droit. Donc il m'est très difficile de répondre à la fois sur les décrocheurs et sur les enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Sachez par ailleurs que pour les personnes que ces enfants-là ont toujours été pris en charge, et ce depuis les années 2000, dans les activités périscolaires et notamment aussi sur le temps cantine, puisque la commune a toujours pris en charge le paiement des AESH périscolaires et sur le temps méridien à sa charge et sans aucun problème dès lors qu'il y en avait besoin. Donc par contre, vous donner des chiffres, j'en suis bien incapable, je n'y ai pas droit. Donc j'avais les décrocheurs, les enfants en situation de handicap, et vous m'aviez dit... Les ados. Ah, les ados. Les ados, vous voulez savoir quoi? Sur tout ce qu'on faisait pour les ados? Oui, bon, à part les séjours qu'on voit passer en conseil municipal, mais est-ce qu'il y a d'autres actions? Ah ben, il y a des actions tout au long des vacances scolaires, effectivement. Et nous les voyons très régulièrement, notamment à travers le conseil municipal des jeunes. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les comptes rendus des comités de pilotage enfance-jeunesse, puisque les élus de l'opposition ou de la minorité ne peuvent pas y avoir accès? Pourquoi vous ne pouvez pas y avoir accès au compte rendu? On ne les a pas adressés. Ah non, mais il suffit de nous les demander, on vous les adresse sans problème. Il n'y a rien de secret là-dedans.
Absolument pas. Une fois qu'ils sont passés en comité, il n'y a aucun problème. Ils sont même publics, sans aucun souci. Question sur la zone de rencontre. Oui. Un véhicule a tenté de dépasser l'une d'entre nous qui traversait le boulevard Émile Loubet en se déportant sur les places de stationnement. Finalement, le conducteur a stoppé son véhicule. Lorsque la remarque lui a été faite qu'il ne respectait pas la zone de rencontre limitée à 20 km/h, il a prétendu que la limite était de 30 et que les piétons devaient respecter les passages. Le conducteur était jeune et véhiculait 3 enfants en bas âge. Cet incident, et ce n'est que le dernier exemple en date, nous incite, Madame le maire, à vous renouveler notre demande, formulée à de nombreuses reprises, soit en conseil municipal, soit dans le groupe de travail relatif aux pistes cyclables, de rendre plus visible cette zone de rencontre. C'était également l'objet d'un projet participatif en 2023, il y a 1 an maintenant. Signalétique appropriée, peinture au sol, communication ciblée de la police municipale. Quel est le plan d'action et le calendrier correspondant pour enfin faire connaître et respecter cette zone de rencontre qui date, nous semble-t-il, de la requalification du centre-ville il y a 7 ou 8 ans? Absolument, vous avez raison. D'ailleurs, il y a des panneaux qui ont été mis dès le départ, mais ils ne sont, semble-t-il, pas assez évocateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle la commune a commandé 4 totems à la société Dimension Com de Rousset. Et donc l'idée, comme vous le dites, est de matérialiser visuellement les entrées dans les portions de voies faisant l'objet d'une limitation de vitesse à 20 km/h. Une première phase expérimentale va être lancée dans le cœur de ville. Et suite à ce retour d'expérience, nous verrons si nous l'étendons à d'autres quartiers. Mais effectivement, dans le village, il n'est pas rare d'ailleurs qu'on me dise « mais je ne comprends même pas, vous ne mettez même pas de passage piéton ». Donc c'est vrai que c'est très compliqué à faire rentrer dans la tête de tout le monde, et surtout ça n'est pas notre culture certainement, puisque malheureusement, par contre dans le sud-ouest on n'avait que ça. Donc voilà, donc on ne va rien lâcher, on va continuer, et on va effectivement, le but n'étant pas de mettre en danger les autres usagers de la route, évidemment. Donc en termes de date, les 4 totems, les 4 totems, je crois qu'ils vont être livrés d'ici fin octobre, non? C'est ça? C'est fin octobre. Et donc ils seront installés absolument, dans la foulée. Une fois qu'on les a, on les installe. Et donc ils vont délimiter la zone de rencontre, ou ce sera, ils vont expliquer. Juste le cœur? En fait, déjà, ils vont expliquer ce que c'est. Ouais. Et je vais être très honnête avec vous. Je vais très souvent dans le sud-ouest en vacances, chaque année. Et j'ai copié le totem de la ville de Biarritz. Voilà, pour tout vous dire. Voilà. Parce que ça marche très bien, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Donc voilà. Donc c'est des totems, vous savez tout, qui seront donc physiquement sur le trottoir au niveau... Ouais, c'est sur le trottoir en fait, et au niveau de l'entrée de la zone de rencontre. Donc il y en aura certainement un au niveau de la fontaine, pour entrer. Après il y en aura certainement un à Alexandre Philippe. Et... Belco et Rousset. Et voilà. Et au sol, on mettra une bande de couleurs, bien évidemment. Oui, voilà, mais très honnêtement, je me répète, je suis désolée, mais c'est parce que pour le coup, j'y fais très attention depuis quelques années là-dessus. Et il n'y a pas forcément non plus. Je pense qu'il faut vraiment que ça rentre dans notre culture et dans nos mœurs. Pas au détriment d'un accident, bien évidemment. Mais il n'y a pas de raison. Les totems, quand ils sont bien placés et bien explicites, ça se passe plutôt très bien. En fait, il faudrait que ce soit un cercle vertueux. Moi qui me déplace beaucoup en vélo, les prendre en sens contraire aux voitures, là où j'ai le droit de le faire, je l'ai fait 2 ou 3 fois, pas plus, parce que c'est dangereux. Oui, c'est ça. De faire du vélo. Mais je comprends. Si je le fais pas, les voitures ne le sauront jamais, le comprendront jamais. Donc à un moment, il faut... Ouais. Attendez les totems quand même, je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Non, mais c'est vrai, j'en ai vu plusieurs râler sur des vélos qui prenaient
Mais quel est le rôle Pas en sens interdit, mais... Est-ce qu'il faudrait faire également un plan plus proactif de la part de la police municipale pour communiquer sur ce sujet? Bien sûr, oui. Oui, oui, il faudra, mais c'est vrai que ça va être à partir du moment où on a tout ce qu'il faut sur la zone de rencontre, la police municipale va pouvoir œuvrer. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a pensé que les premiers panneaux qui avaient été posés quand on a requalifié, allez, bon, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que les panneaux, ils sont pas très clairs non plus, ils sont pas super visibles. Et du coup, personne les voit. Tu fais comme ça, c'est que tu les as jamais vus en fait. Mais ouais, mais je comprends. En fait, tu feras attention. Ils sont carrés comme ça. Et en fait, t'as des piétons qui sont plus grands que les cyclistes et les voitures qui sont plus petites. Mais oui, c'est le panneau réglementaire, mais au final, c'est vrai que voilà, c'est tellement pas rentré dans notre culture du vélo, hein, parce que clairement notre région n'a pas cette culture, du coup on est carrément en retard. Ouais. Attendons les totems, mais en parallèle des totems, il faudra un plan de communication, je crois, de la police municipale. Non, mais on est à travailler. Hein. Non, mais on a travaillé sur le plan de communication de la zone de rencontre. Mais l'idée, c'est qu'on fasse tout en même temps. C'est qu'une fois que c'est posé, on lance la com. D'accord, donc le site internet de la commune, les réseaux sociaux... Absolument. Et un flyer. Merci. Je vous en prie. Question suivante, qui pour le coup est un peu datée. Qui concerne les commémorations du débarquement de 1944. Notre pays a célébré le 6 juin dernier le 80e anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie et a célébré pour le coup, le 15 août dernier l'anniversaire du débarquement en Provence. Au-delà des festivités d'ampleur nationale, de nombreuses communes se sont mobilisées pour proposer la labellisation de la mission Libération du ministère de la Défense, des actions visant à commémorer cette période de l'histoire que l'on ne doit pas ignorer. Dans une période politiquement troublée comme celle que nous traversons actuellement, connaître et comprendre notre histoire est essentiel pour tirer les leçons du passé, affronter les épreuves et préserver nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. La commune de Fuveau a-t-elle proposé un projet à la mission Libération en vue de commémorer ces événements de 1944 et la libération de notre ville? Quelles sont les actions prévues pour honorer celles et ceux qui se sont battus pour libérer notre nation, ainsi que celles et ceux qui, restés sur le territoire, ont résisté à l'occupant et à l'oppression? Nous partageons évidemment complètement votre idée. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de villages, notamment Tretz, le Toulonnais et Pérol cette année, ont commémoré ce 80e anniversaire. Chaque année, Tretz d'ailleurs commémore la libération de Tretz. Et chaque année, je suis présente et représente la commune de Fuveau et je vous invite à y venir d'ailleurs. C'est une très belle commémoration. Et donc, tous ces villages, ainsi qu'Aix-en-Provence, ont magnifiquement bien marqué le 80e anniversaire du débarquement. Et bien évidemment, nos associations des anciens combattants et du souvenir français, et moi-même, y étions associés. Et tous les Fuvelins le savent, chaque année, nous avons à cœur de célébrer nos commémorations et nous sommes attachés à maintenir ce devoir de mémoire. Donc, bien évidemment, que nous sommes alignés sur ce que vous pensez, mais cette année, on a pu le faire, on est aussi dans la mutualisation. Et j'ai eu plaisir à y aller à chaque fois à Tretz, au Toulonnais et à Pérol. Tout comme vous, j'imagine. Cette petite conclusion n'était peut-être pas forcément nécessaire, mais là j'ai participé effectivement à une cérémonie invitée dans le cadre de mes activités professionnelles sur un département voisin. Voilà, mais ma question concernait la commune de Fuveau, mais vous avez répondu effectivement, en parlant de Tretz et des autres communes. Mais... Bien sûr. Tout à fait. Assiduité aux séances du conseil municipal. Ah non, moi je suis politique locale en faveur du sport et d'accès au sport. Je vais les garder dans l'ordre. Ah bah si vous voulez, après moi je les avais dans l'ordre aussi, mais bon, peu importe, de toute façon on va répondre à tout. Donc Allez.
On répond à tout ce que vous voulez. Pas mieux vous dire. Lors du conseil municipal d'installation, le 4 juillet 2020, a été faite lecture de la charte de l'élu local, conformément à la loi. Les 7 engagements, engagements pris par les élus à travers cette charte couvrent des sujets d'éthique et de probité. Le 6e énonce ainsi que l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Or, Louis Fouan, élu en 2020 au sein de votre majorité, n'a pas participé à une seule séance du conseil municipal depuis le début, 100% d'absence, et pas une seule délibération en 4 ans sur la Smart City, qui est sa délégation, pas une seule ligne sur le site internet, sur la publication Fuseau aujourd'hui, ou même sur les réseaux sociaux de la commune. Lorsque nous avons une première fois relevé ce manquement en septembre 2021, vous nous avez répondu qu'il n'était pas disponible lundi. Depuis, des séances ont été programmées d'autres jours de la semaine sans aucune différence. Vous nous avez également répondu qu'il travaillait sur sa délégation, mais 3 ans plus tard, nous manquons d'éléments tangibles. Nous nous rendrons disponibles au jour et à l'heure qu'il choisira pour qu'il présente à cette assemblée les avancées de la commune sur son domaine de compétences, informations qui devraient également être communiquées aux Fuvelins par les canaux de communication habituels. Enfin, et au-delà du problème éthique que cela soulève, nous tenons à rappeler que de l'argent public est en jeu, 150 € par mois d'indemnité d'élu depuis 4 ans, plus de 10 000 € sur la durée de la mandature. Cela va-t-il changer d'ici la fin de cette mandature? Alors, je trouve cette question absolument déroutante, mais c'est pas un problème, je vais vous répondre. Louis Fouan fournit un travail, mais effectivement à distance, compte tenu de ses activités professionnelles, ce dont il m'avait informé dès le début du mandat, et nous lui avons accordé sans aucun problème cette liberté-là. Je vous rappelle que s'il doit rendre des comptes, il les rend au maire, qui préside le conseil municipal, qui lui-même rend des comptes aux Fuvelins. Je tiens également à vous rappeler que si les conseillers municipaux disposent aujourd'hui d'une indemnité, c'est juste parce que le maire et les adjoints ont souhaité répartir l'enveloppe des indemnités fixées par la loi entre l'ensemble des élus ayant une délégation. En aucun cas, Louis Fouan ni les autres conseillers municipaux indemnisés n'utilisent d'argent public indu. En ma qualité de maire, sachez qu'à tout moment, je me porte garante et que je prête la plus grande attention à l'utilisation de l'argent public, mais j'ose imaginer que vous n'en doutiez pas. Par contre, je reste à votre entière disposition pour vous rendre tous les comptes que vous voulez. Mais les insinuations ne me plaisent absolument pas. En ce qui concerne Louis Fouan, et pour être tout à fait complète, Louis Fouan, je lui ai demandé et lui ai donné la mission de la Smart City. Compte tenu des différentes actualités qui ont ponctué notre mandat et dont vous ne pouvez absolument pas nier, la Smart City a été mise en sommeil pour un petit moment, puisque budgétairement parlant, et on parle d'argent public, effectivement, je leur ai demandé de mettre la Smart City de côté. Par contre, je lui ai demandé et les missionner sur la ville Internet, ce qu'il fait tous les ans, et tous les ans, nous avons le label Ville Internet. Si vous avez besoin de ces travaux, aucun problème, vous venez dans mon bureau, on prend rendez-vous, et je vous les fournirai sans aucun souci. Par contre, de toute façon, ce qu'il fait état de ces travaux, c'est que chaque année, on a le label Ville Internet, et sachez que pour avoir un label Ville Internet, c'est pas juste de le demander, mais c'est un travail de longue haleine, et de tous les mois. Et sachez qu'on est en contact très régulier avec M. Louis Fouan. Alors, je prends note que la Smart City est en sommeil. Absolument. Le label Ville Internet, il est géré par Marielle. Si on va sur la base de données, il y a une base de données Ville Internet sur le site. Oui, parce qu'elle le remonte, oui. C'est le nom de Marielle qui apparaît partout. Oui, absolument. Alors, vous savez quand même que quand on a un conseil municipal, vous avez des adjoints et vous avez des conseillers municipaux. Il y a les adjoints qui chapeautent aussi les conseils municipaux. Les conseillers municipaux. Marielle étant en charge de la communication, elle a effectivement les codes de Ville Internet, elle le remonte par rapport aux travaux que Louis Fouan lui fournit. Il faut que je me justifie encore longtemps ou... Non,
Enfin, c'est hallucinant quand même. Bah, c'est dommage que ce soit à l'occasion d'une question ouverte que vous nous donniez ces informations-là. Mais vous voulez que je les donne comment exactement? Ben, je ne sais pas. Enfin, vous m'avez posé d'autres questions, un chou? La dernière fois qu'on en a parlé, c'est il y a 3 ans. Pendant 3 ans, on n'a rien dit. Donc, excusez-nous de poser la question. Que fait Louis? Non, c'est les insinuations qui sont très désagréables. Et ça, je pense que vous le savez. S'il y a vraiment quelque chose que je ne supporte pas, c'est qu'on mette en doute à la fois mon intégrité, mais celle de tout le conseil municipal. Les gens qui sont, on parle ici d'assiduité, par définition, les gens qui sont ici sont présents très régulièrement. Oui. Non, mais quand vous mettez en doute et quand vous parlez de non-utilisation effective, en tout cas, qui ne soit pas correcte de l'argent public, vous mettez en doute mon intégrité, monsieur Balson-Ducel, et ça, je ne vous le permets pas. Non, n'essayez pas de changer le... je ne change rien du tout. Je vous dis simplement que je ne le supporte pas. Je confirme que nous mettons en doute l'implication et le travail que fournit Louis Fron. Donc mon intégrité. Non. Si. Non, absolument, puisque c'est moi qui en suis garante. Interprétation. Ah ben, alors pardon. On va relire votre question. Alors, voilà. Au-delà du problème éthique. Donc notre comportement n'est donc pas éthique. Que cela soulève, nous tenons à rappeler que de l'argent public est en jeu, 150 € par mois d'indemnité d'élu pendant 4 ans, plus de 10 000 € sur la durée de la mandature. Ça veut dire quoi? Si vous ne mettez pas en doute mon intégrité sur la gestion de l'argent public, ça veut dire quoi exactement, monsieur? Il n'y a pas d'insinuation. Ah, il n'y a pas d'insinuation, pardon. Il y a des faits. Monsieur Fouan ne vient pas et il reçoit 150 € par mois, c'est tout. C'est un fait. C'est un fait, oui. Le problème éthique, c'est pas le vôtre, c'est le sien, c'est pas le vôtre. Ah non, parce que moi je le cautionne, madame. À partir du moment où je lui ai donné l'autorisation de ne pas venir en conseil municipal pour des raisons qui le regardent, madame Flau, à partir de ce moment-là, c'est moi que ça regarde et c'est ma responsabilité. Et quand vous parlez d'éthique et quand vous parlez de mauvaise utilisation de l'argent public, pardonnez-moi, mais oui, ça me touche parce que je suis garante de l'argent public. Et ces insinuations-là, je ne les accepte pas. En tout cas, cette information, comme quoi vous lui aviez autorisé dès le début de son mandat de faire la... C'était pas dès le début. Ne nous ont pas été livrés. Mais si, je vous l'ai dit en 2021, madame. Non, vous nous avez dit qu'il ne pouvait pas venir le lundi. Et bien que donc je l'acceptais. C'est un fait, comme vous dites, tiens. Voilà, c'est un fait. Il ne pouvait pas venir le lundi, donc je l'acceptais. Voilà. Bref, allez. Autre question. Alors, politique locale en faveur du sport et de l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Notre pays vient d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et nous avons été des millions en France et dans le monde à nous émerveiller devant les exploits, les victoires, les records, l'engagement de tous les athlètes et dans toutes les disciplines. Les athlètes paralympiques nous ont également impressionnés par leur courage et leur résilience et nous ont donné de véritables leçons de vie. Ils ont contribué à faire évoluer notre regard sur le handicap, mais aussi à interroger notre société sur sa capacité à accompagner et accueillir les personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne, le monde du travail, la culture, la vie associative et au cœur de nos villages et villes. Ces Jeux ont mis en lumière également la nécessité de promouvoir le sport à tous les âges et pour toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap, pour qui le sport peut être un vecteur d'inclusion, de confiance et de bonne santé physique et psychologique. Et pourtant, aujourd'hui en France, seuls 5% des personnes en situation de handicap sont inscrites dans un club sportif, contre 27% pour le reste de la population. Notre pays compte 12 millions de personnes en situation de handicap, et seuls 1,4% des clubs ont la capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et je vous ai mis les sources, je ne vais pas vous les reciter ici. Donc, les questions sont les suivantes. Au-delà de l'impulsion qui peut être donnée au niveau national dans le cadre par exemple des dispositifs tels que Club Inclusif, cette question de l'inclusion des personnes en situation de handicap par et dans le sport passera par la mobilisation des collectivités en soutien des associations pour faire évoluer les équipements, l'accessibilité et l'encadrement, la formation des éducateurs. À l'échelle de FUVO, avez-vous engagé une réflexion sur le sujet avec les associations? Comment envisagez-vous appréhender cette question à fort impact sociétal? Plus largement, alors que se pose la question de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, quelle impulsion nouvelle souhaitez-vous donner à la politique sportive à FUVO?
Notre collectivité consacre des moyens importants à la culture, à travers par exemple son école de musique, et nous nous en félicitons. N'est-il pas temps d'accélérer également sur le champ de la politique sportive, en facilitant l'accès au sport pour tous, en accompagnant davantage les associations et leurs bénévoles, en promouvant des pratiques encadrées par des éducateurs et en apportant les équipements dont notre ville a besoin? Alors, concernant, je vais vous répondre dans un premier temps sur votre première question, sur l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Je pense que vous avez raison, hein, il y a un très très gros problème, on fait le même constat. Je pense qu'il n'y a pas que ça en fait. Et l'accès au sport, c'est voir que par un tout petit bout de la lorgnette, le problème du handicap en France. Le problème du handicap en France, c'est pas juste l'accès à une activité sportive, c'est global. Aujourd'hui, le handicap... Non, mais je vous réponds, Monsieur Neuville, il n'y a pas de souci. Je vous dis simplement que je vais vous répondre sur le sport à Fuveau, il n'y a pas de souci. C'est précisément la question, effectivement. Oui, mais c'est bien une question précise. Après, il faut voir les choses globalement. Et quand vous avez de toute façon un enfant qui est en situation de handicap, qui dès la maternelle est mis de côté parce qu'on vous dit mais non madame, ou non monsieur, on ne pourra pas prendre votre enfant dans l'école publique, l'école de la République, parce qu'on n'a pas les moyens de gérer votre enfant en situation de handicap. Donc il va aller dans une institution. Et dans une institution, et ben, après, on ne peut pas faire du sport dans les villages. Effectivement, vous pouvez, quand vous êtes à Belcoden et que vous avez un village à côté de Fuveau qui passe des conventions avec le centre de loisirs. C'est vrai, mais c'est très rare. Donc, effectivement, l'accès aux personnes en situation de handicap au sport, mais également, vous pourriez me poser la question de la même manière pour la culture, mais vous pourriez me poser la question pour toutes les activités classiques qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap peut faire et qui aujourd'hui est interdite aux personnes qui ont des difficultés. Donc, effectivement, je vais vous répondre, mais je pense qu'il faut voir le problème du handicap beaucoup plus globalement et juste laisser le choix, non seulement aux familles, mais aussi aux personnes en situation de handicap. Parce que c'est pas en les mettant de côté de suite qu'effectivement, on arrivera à faire une véritable société inclusive. Donc effectivement, notre collectivité facilite l'accès aux services publics aux personnes en situation de handicap, que ce soit en crèche et dès la crèche. Je veux insister là-dessus, à l'école, à la garderie. Chaque enfant et sa famille fait l'objet d'une attention très particulière. Et la commune n'a jamais hésité à mettre à disposition des personnels supplémentaires pour accompagner ces enfants au sein de nos structures. Je suis assez tranquille pour le dire, ça se fait depuis 2000 ans. Ainsi, la commune a toujours validé le recrutement d'AESH sur les temps cantines ou au centre aéré pour que, bien évidemment, tous les enfants en capacité puissent y accéder. Je réitère, nous avons passé une convention avec l'EAP de Belcoden pour que nous ayons des éducateurs qui viennent au centre de loisirs de Fuveau et accompagnent des enfants qui sont accueillis à l'EAP de Belcoden. Et nous le faisons très volontiers et bien sûr sans aucune demande de rémunération derrière. Nos équipements aussi sont au fur et à mesure de leur rénovation mis aux normes. Pour exemple, les tennis couverts ont été pensés pour l'inclusion et pour le tennis fauteuil. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs qu'il y a une association qui utilise nos terrains de tennis, alors pas en tennis fauteuil, ils ne sont pas en fauteuil, mais par contre ils font du tennis debout et ils ont des prothèses. Et d'ailleurs nous avons délibéré il y a peu de temps pour aider cette association qui s'appelle One Leg for All et nous les accompagnerons toujours pour justement travailler et pouvoir échanger sur l'inclusion. Nos dernières aires de jeu, Chemin des Mines et prochainement Auvière, sont aussi accessibles à des enfants en fauteuil. Elles sont totalement inclusives, nos aires de jeu. Donc n'importe quel enfant, que ce soit en fauteuil roulant,
mais également porteurs de handicap peuvent utiliser les aires de jeu. Plus largement, notre politique sportive vise le sport loisir en libre accès et gratuit pour tous. Je pense que vous avez pu le voir dans toutes les réalisations que nous avons faites. Donc ça répond tout à fait à votre question. Et nos très nombreuses associations que nous remercions, et elles nous remercient également chaque jour de les accompagner, de les épauler non seulement financièrement par des subventions que vous votez également, mais surtout par la mise à disposition d'équipements et de locaux gratuits, chauffés, entretenus, et surtout par la mise à disposition précieuse de nos services municipaux, police municipale, services techniques, Pôle RSC, qui sont systématiquement sollicités pour n'importe quelle manifestation sportive que ce soit. Et pour finir sur le handicap, vous êtes très très bien placés parce que parmi vous, vous êtes très impliqués et notamment dans une manifestation sportive pour les personnes porteurs de handicap et nous accueillons très volontiers les Dunes d'Espoir pour faire participer nos enfants porteurs de handicap à toutes les manifestations possibles sur la commune. Plusieurs éléments, si vous me permettez. Sur votre introduction, alors je ne peux que vous rejoindre, hein, effectivement, l'impulsion de l'inclusion, c'est par le sport, c'est par le monde du travail, c'est à l'école, etc. Donc, mais je pense qu'on n'aurait pas assez de la soirée pour débattre du sujet. Enfin, moi, je connais un petit peu le sujet de l'inclusion dans le monde du travail de par mes occupations professionnelles. J'en doute pas une seule et je seconde. pourrais en débattre. Mais la question, elle portait vraiment là sur l'inclusion par et dans le sport. C'est le premier élément. Donc effectivement, enfin, on n'apporte aucun jugement sur ce qui est fait. Et là aussi, enfin, j'y vais de manière très, très humble sur le sujet. Nous ne prétendons pas avoir les réponses à cette question, d'ailleurs, qui est une question extrêmement complexe, hein, je pense qu'on a pu le voir. Donc là, vous citez un certain nombre d'actions mises en œuvre. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, et comment est-ce qu'on peut travailler davantage avec les associations, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait engager. C'est vraiment une question qui n'appelle pas forcément de réponse là immédiate sur la base de l'inventaire de tout ce que vous avez pu conduire jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que Fuveau est sans doute pas plus mal loti sur ce plan-là que d'autres communes. C'est une question qui concerne l'ensemble des collectivités, me semble-t-il. C'est une question au sujet de laquelle on aura besoin aussi de l'appui des régions, des départements, parce qu'on est sur soit des investissements qui peuvent être massifs, soit la formation des personnels et des éducateurs. Je réagis sur la question des équipements en libre accès gratuits pour tous. Alors, je pense qu'on est plusieurs aussi à partager une vision du sport un petit peu différente. Enfin, moi, je défends plutôt le sport encadré par les éducateurs, avec une pratique sportive qui s'allie à l'éducation, à l'apprentissage aussi de la vie en collectif, etc. Donc avoir des équipements en libre accès que chacun peut utiliser à sa guise, c'est une chose. Je pense qu'il y a d'autres aussi manières d'appréhender le sport et d'inclure l'ensemble des classes d'âge, des populations, etc. et des personnes sur des pratiques encadrées, c'est-à-dire avec des professionnels qui sont en capacité d'accompagner les personnes dans la réalisation du bon geste, parce que le sport est bon pour la santé, il peut être dangereux si on ne le pratique pas correctement. Mais je suis tout à fait d'accord, on vous rejoint, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tout ce que nous mettons à disposition pour les associations ont des éducateurs qui sont formés, qui encadrent, qui sont diplômés. On n'a pas que du sport de plein air, bien évidemment, mais dans votre question, il y avait aussi la question du libre accès au sport. Pour moi, il est très important. Il y a des familles qui ne peuvent pas payer de cours de sport à des enfants, même si le département met à disposition une carte à partir du collège pour l'accès au sport. La région le fait aussi derrière, je crois. Mais pour autant, il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc j'estime que oui, tout ce qui est sport de plein air, et alors si vous voulez qu'on ne parle pas de sport, mais en tout cas loisir, moi j'ai beaucoup de plaisir à voir toutes nos activités de plein air qui sont extrêmement fréquentées par beaucoup de familles. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça n'empêche pas que nous favorisons aussi et pleinement l'accès au sport encadré, comme vous dites,
à la fois via nos associations FUVELEN, à la fois via le SIA, le syndicat intercommunal, qui met à disposition des cours pour l'ensemble avec un ensemble d'activités qui est très très large aussi. Donc nous le facilitons aussi en mettant à disposition de ce syndicat nos équipements, pardon. Après, on peut tout faire, oui, mais je pense que FUVO en fait pas mal. Et pour revenir sur la question du handicap, effectivement, vous me posez une question précise, mais avant de répondre à une question précise, j'aime bien avoir la globalité. Voilà. Parce qu'on ne pourra faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap si et seulement s'ils sont inclus dans la société. S'ils sont déjà exclus alors même qu'ils viennent de commencer leur vie, c'est difficile de les inclure après, ne serait-ce que dans le sport. Et le sport est aussi Je suis désolée de casser l'ambiance, mais c'est la réalité du handicap. Mais le sport peut être un moyen aussi. Mais il n'y a aucun problème là-dessus et on le favorise à chaque fois que l'on peut. Sachez d'ailleurs que dès le mois d'octobre, le samedi matin, la salle municipale de sport met à disposition gratuitement auprès d'une professeure pour faire de l'accès au sport aux enfants et tout petits enfants pour du sport adapté, et donc pour les enfants porteurs de handicap. Donc on est convaincus et on est bien d'accord que cela passera par le sport aussi. Ah ben non, on n'a pas attendu les Jeux paralympiques, heureusement. Lors de notre... Vas-y, prends la parole. Oui, juste, on peut rappeler que c'est pas un sujet qui fait débat du tout, puisque c'est une discussion, on est d'accord. Mais la commune de FUVO n'a pas attendu l'extraordinaire public qu'il y a pu y avoir lors des Jeux paralympiques. Déjà lors de notre fête du sport, lorsqu'on a pris comme parrain Laurent Baglica, on n'a peut-être pas beaucoup communiqué parce que c'était pas le but de cette journée-là, mais lors de cette fête du sport-là, on a réussi à avoir un soutien, un partenaire financier qui est McDonald's FUVO, qui a donné 2000 € pour le comité départemental handisport. Et donc ça, pour nous, ça va directement pour la promotion du sport pour les enfants et les athlètes en situation de handicap. Donc, alors c'est une petite somme, mais vous disiez les collectivités doivent s'en emparer, mais pas que. Tous les entraîneurs, tous les éducateurs des clubs doivent s'en emparer. Il y a d'abord, là il va peut-être y avoir un afflux massif dans les clubs de personnes en situation de handicap qui vont vouloir pratiquer un sport. Ça va être à chacun d'entre nous, parce que là je change de casquette, je me mets dans le rôle d'éducateur. À chacun d'entre nous de s'emparer de la difficulté, du besoin de la personne pour voir comment nous on peut adapter notre pratique sportive, notre sport, ce pourquoi on partage une passion. Et après, notre rôle en tant qu'éducateur, ça va être d'aller voir nos collectivités territoriales de tutelle ou locales pour leur dire, ben voilà, moi pour adapter, je vais avoir tel ou tel besoin. Mais attention, on dit toujours un manque d'infrastructure, mais si on dit juste un manque d'infrastructure et qu'on ne précise pas de quoi on a besoin, c'est compliqué pour la collectivité. Donc il faut que chacun s'empare de ce rôle-là, et après ensemble on pourra avancer. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas séparer les choses. Merci Yoann. On va répondre à votre dernière question. Oui, donc ça concernait... Le projet d'emplacement du centre de secours. Oui, j'ai oublié de l'imprimer et du coup je l'avais... oui, ben voilà. Voilà, donc ça concernait l'emplacement du centre de secours. Vous nous avez fait part lors d'un conseil municipal votre souhait à vouloir installer le nouveau centre de secours au pied du lotissement de la Clodo et que des aménagements à ce carrefour seraient effectués. Sachant que les ambulances notamment sont plus particulièrement demandées vers Gréas, la route montant vers le village et l'actuelle route de Vincent-Flot où il est parfois difficile de croiser un camion, le trottoir étant régulièrement chevauché, seront les deux voies d'accès vers cette commune et les hôpitaux. Il nous semble que cet emplacement n'est peut-être pas le meilleur endroit pour un dégagement rapide des voitures de secours,
Nous ne pouvons que souscrire à l'idée de construire près du centre urbain un nouveau pôle culturel. L'emplacement actuel du centre de secours serait une solution très satisfaisante. Cependant, il pourrait être envisagé des projets d'équipement à plus ou moins longue échéance, prenant en compte l'emplacement actuel des services techniques, par exemple, les terrains disponibles à la Saxe-Saint-Charles, dont un terrain appartenant au département qui pourrait faire l'objet de négociations. Face à votre conviction sur l'emplacement du centre de secours à la Rocaudo, pouvez-vous nous dire si une étude d'emplacement a été effectuée, ainsi que des consultations de professionnels, afin que nous puissions comprendre quel est le cheminement de ce choix? Si choix il y a, mais ça avait l'air tellement... Alors, je suis étonnée de votre affirmation que les ambulances notamment sont plus particulièrement demandées vers Gréasque. Vous avez plus d'informations que moi. Je ne savais pas que les ambulances étaient demandées vers Gréasque, plus particulièrement. Aux anciens pompiers. Ah oui, aux anciens. Oui. Mais ils ont quel âge les anciens? Parce que j'ai pas du tout cette information là, moi, que les ambulances vont plus vers Gréasque, parce que ça couvre quand même le centre de secours de Fuveau, couvre Châteauneuf, Gréasque, Fuveau, Beaurecueil et une partie de Peigné. Voilà. Non mais voilà, cette affirmation n'est pas vraie. Je ne dirais pas qu'elle est fausse, je dis qu'elle n'est pas vraie par contre. Donc, alors le choix d'emplacement, déjà il faut partir d'un postulat, c'est que pour qu'un centre de secours voit le jour, il faut que la commune mette à disposition un terrain. La commune aujourd'hui, elle n'est pas propriétaire de pléthore de terrains constructibles qui peut accueillir un centre de secours. Donc effectivement, le choix de l'emplacement du futur centre de secours appartient au SDIS et à son principal financeur, donc qui est le département. Vous pensez bien que tous les éléments avancés dans votre argumentaire ont été étudiés par le SDIS et puis ses équipes. Plusieurs propositions de terrain leur ont été faites sur la commune. Ils ont priorisé celui de la Rocaude. Ce n'est pas mes convictions, mais c'est leur choix. Moi, je n'ai aucune compétence en la matière. Et ils sont en attente d'études de sol et géotechniques complémentaires pour valider ou non cet emplacement. Il n'y a rien de sûr sur le sujet. Voilà. J'ai posé la question parce que ça me semblait quelque chose de très fort et que au niveau des dégagements, je n'ai pas compris. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à quelques-uns, mais je ne comprends pas. Voilà. Mais pourtant, c'est assez bien. Ça part direct sur des départementales quand même. Ça part sur 3 départementales différentes. Donc, c'est plutôt pas mal. Après on peut imaginer plein d'endroits, mais c'est pas si simple. Et c'est sur du remblai. C'est sur du remblai, c'est la raison pour laquelle les études géotechniques sont aussi longues. Et voilà. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Toujours est-il que nous avons besoin, en tout cas le centre de secours de Fuveau a besoin de s'étendre et d'avoir une caserne conviviale, agréable et surtout qui puisse accueillir tous les pompiers volontaires qui sont engagés, parce qu'on a quand même une centaine de volontaires, une centaine de pompiers qui sont sur le centre de secours de Fuveau. Et le centre de secours de Fuveau n'est plus adapté aux activités d'aujourd'hui. Donc, je parlais des services techniques par exemple, ou d'autres emplacements, parce que j'ai l'impression qu'il y avait d'autres. Donc, est-ce que ça, on aimerait, bien sûr qu'on prend en compte, on aimerait déplacer, mais il faut aussi que ce soit possible. Il faut un endroit qui soit adapté, un endroit qui appartienne à la commune. Donc, et il faut une grande superficie. Donc aujourd'hui, c'est pas si simple. Bien sûr que sur le papier, on est tous d'accord sur le fait de dire il faudrait que les services techniques et pompiers, ça pourrait très bien aller ensemble. On fait un grand hangar et on les met tous dedans, ce serait parfait. Je suis à votre écoute pour si vous avez des idées de terrain. Non mais bon, il est bien évident que vous avez des terrains, vous avez des dimensions, enfin voilà. Ah oui, non mais je te le dis sincèrement, hein. Moi si j'avais un terrain qui était tout à fait adapté à la fois
au niveau de la desserte, hein, comme tu en parles très bien toi-même. Hein. Ça me posait voilà, question. Et ben, c'est un des meilleurs terrains qu'on ait trouvé comme desserte. Quand on voit les camions qu'on applaudit pour le 14 juillet, je me dis mais ils vont passer par le centre du village ou par cette non, ils ne passeront pas par le centre. Avec les cases vitesse et où il est compliqué de se croiser. Bon, après, oui, il y a les deux autres départementales, encore que la route de Rousset avec les ponts, là, je ne sais pas ce que ça va bouger. Non, ça passe, t'inquiète pas. Mais bon... ils y passent déjà. Oui, mais bon, c'était ces deux voies-là qui, vers le centre et qui me posaient quand même mais... question. De toute façon, il n'y a pas de... Tu parles du terrain de la ZAC Saint-Charles. Quid de l'arrivée et du temps d'arrivée? Je ne souhaite pas que le Gréasquin qui habite de l'autre bout de Gréasque soit en arrêt cardiaque. Non, mais pourquoi pas y mettre les services techniques à ce moment-là? De Saint-Charles. Mais quoi, tu veux que je... Pour que je... Non, mais... Alors, non, mais... Oui, tu fais le jeu, il n'y a pas de souci. On pourrait. Sauf que c'est pas assez grand et que c'est inondable. Le terrain des services techniques. Non, des services techniques. Non, alors, ZAC Saint-Charles, pour ton information, il était à 1,2 million. Vous avez des sous? C'est pas, c'est au département. Eh bien oui, il appartient au département. Ils ne vont pas tout le donner. Ils ne nous en font pas cadeau, toutes les institutions, et sont dans des situations compliquées. Hein. Vous savez qu'on est en période de crise très importante, notamment avec le droit de mutation en chute libre. Donc tous les budgets de toutes nos collectivités prennent un gros coup derrière la tête, et personne ne va faire de cadeau à personne. Selon quoi les domaines d'ailleurs et beaucoup d'autres institutions ne nous le permettraient pas. Ce ne serait pas normal. Donc non, pour installer les services techniques de Fuveau, le département ne nous donnera pas le terrain de la ZAC Saint-Charles. Et même si... voilà. Et au-delà de ça, les services techniques qui devraient intervenir, t'imagines, tous les matins pour monter à la voirie, nettoyer la voirie, tu mets un temps de dingue. Après, on a quand même les communes qui mettent tous les services techniques à l'extérieur. Ah, mais volontiers. Voilà, j'ai pas de solution. Mais moi non plus. Simplement, non, mais ça ne me dérange pas d'en parler et de l'évoquer avec vous. Moi, j'ai aucun souci. Voilà. Mais c'est notre gros. Voilà. Comme tu as parlé, tu as l'air de dire comment voilà, tu tenais. Ah oui, je tiens à ce qu'il y ait un nouveau centre de secours à Fuveau et qu'il reste à Fuveau. Je tiens à ce que le centre de secours reste à Fuveau. Ça, c'est sûr. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amitié. Voilà. Voilà. Exactement.